Merci beaucoup. D'abord, vous donner le titre de mon intervention que j'ai finalement choisi, qui sera donc la sécurité, mais pas à n'importe quel prix. D'abord, c'est un privilège d'être là aujourd'hui parmi vous pour cette journée donc consacrée aux valeurs de la République, en effet, liberté, égalité et fraternité. Et lorsque j'ai été invité, je dois dire à combien j'étais heureux que le journal L'Humanité organise cette réunion et à quel point c'est important, en effet, dans les circonstances présentes, que nous discutions ensemble, que nous réfléchissions ensemble sur des questions qui sont devenues des questions cruciales et je crois même, à bien des égards, des questions véritablement vitales pour nos propres démocraties. Il y a une première chose, je crois, à dire, c'est que les attentats qui ont eu lieu à Paris, donc par 2 fois cette année, ne mettent pas en danger notre intégrité territoriale, à la manière existentielle dont pourrait le faire l'invasion d'une armée étrangère. Et pourtant, nous sentons bien que quelque chose de fondamental, que quelque chose d'essentiel a été visé par ces actions. Et pour reprendre une formule philosophique bien connue, mais en l'inversant, je dirais ici que l'essence précède l'existence. Beaucoup se sont interrogés sur la stratégie d'Al-Qaïda au lendemain, lors des attentats donc, du 11 septembre 2001, et l'interrogation demeure aujourd'hui entre les spécialistes et les experts de savoir au fond quels étaient les buts visés par les auteurs des tueries de Paris et que cherchaient-ils au juste à atteindre. Et quelles que soient les réponses apportées, et en fait elles divergent souvent entre elles, il faut avoir présent à l'esprit la déclaration de Ben Laden au lendemain des attentats du 11 septembre, dans la première interview qu'il a donnée, qui était une interview donc au journal Al Jazeera, où il a dit explicitement, je crois, ce qui est une clé tout à fait fondamentale pour comprendre ce qui est visé, et ce qui porte évidemment sur la question qui nous préoccupe aujourd'hui. Il a déclaré, n'est-ce pas, les libertés fondamentales et les droits de l'homme sont condamnés aux États-Unis. Nous allons créer les conditions d'un enfer insupportable et, ajoute-t-il, d'une vie étouffante. Si on prend au sérieux ces propos, et je crois qu'il y a tout lieu de craindre qu'il faille le faire, alors nous comprenons que ce qui était visé à l'époque et qui l'est encore aujourd'hui, ce sont en effet nos libertés et nos droits. Mais en quelle manière la violence terroriste, meurtrière qui s'en prend à nos corps peut-elle entamer nos valeurs? Sinon, précisément par la réponse que nous apportons à ces agressions meurtrières. Pour le dire en bref, je formulerai comme un axiome que le terrorisme contemporain, tel qu'il est pratiqué en effet par les djihadistes, constitue un test de la capacité des démocraties à faire face à ces violences sans renoncer à leurs principes, et à leurs principes structurants, car ce sont ces principes, et par conséquent nos libertés et nos droits, qui sont en effet véritablement visés. Et donc il est de la plus haute importance de bien comprendre quelle est la nature du danger véritable qui nous menace. Non pas simplement
le risque auquel sont exposées nos vies, et qui est bien sûr réel, mais également, et peut-être avant tout, le danger qui tient à la fragilité de nos valeurs et plus généralement donc de notre système politique. Le terrorisme, sous les formes spectaculaires de coups d'éclat qui nous atteint et qui en effet nous éprouve cruellement, met au jour ce que nous aurions toujours dû savoir, mais qu'une période relativement longue de paix et de prospérité nous avait fait oublier, à savoir que les démocraties sont, elles aussi, des régimes fragiles et vulnérables. La vie humaine est fragile dès lors que chacun est exposé au risque d'être tué. Or, c'est dans le but de nous garantir contre ce risque permanent de la mort et d'assurer la sécurité de chacun que l'État est institué, du moins si l'on suit le modèle contractualiste classique, tel qu'il fut élaboré par exemple par un des plus grands penseurs de la philosophie politique moderne, à savoir chez Hobbes. Sur la base de cette finalité, qui établit donc la priorité de la conservation de la vie sur toute autre finalité, et en particulier sur les libertés, ce philosophe avait développé une théorie de la souveraineté absolue de l'État. Mais notre conception démocratique libérale, au sens du libéralisme politique, exige au contraire de ménager un espace sur lequel l'État ne peut pas empiéter, c'est-à-dire un espace privé d'indépendance qui échappe au contrôle social et sur lequel peut s'exercer librement nos droits individuels, nos modes de vie, selon les orientations et les croyances qui sont les nôtres. Et de là donc le principe de la limite classique, bien connu, tous les théoriciens, en tout cas les théoriciens, un certain nombre de théoriciens fondamentaux de la pensée libérale, c'est le principe donc de la limitation de la souveraineté de l'État et qui est au cœur tout de même de l'institution démocratique libérale. Et un principe, on le sait en effet, qui se trouve aujourd'hui ébranlé et profondément remis en cause par un accroissement sans précédent des pouvoirs étatiques, donc de surveillance, de contrôle, au nom de fins sécuritaires, de même que la mise en œuvre de mesures administratives de restriction de liberté qui, dans l'état d'urgence, échappent à l'initiative du juge. Et donc, telle est la première conséquence du terrorisme, en tout cas une des conséquences qui nous inquiètent certainement des politiques qui sont menées, c'est-à-dire d'être l'occasion ou le prétexte. Alors, bien sûr, on pourrait discuter de la distinction entre les deux, pour l'État, d'accroître son pouvoir de coercition qu'il exerce sur les citoyens et de remettre en cause le principe sacro-saint de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, puisqu'il a été question en effet donc de Montesquieu, selon lequel seul le pouvoir arrête le pouvoir. La progressive donc émergence d'un État que certains, et nous sommes très nombreux à partager en effet cette inquiétude, qualifient d'État policier ou de République de l'ordre, dont il a été question, bien évidemment doit alerter notre attention. Mais doit alerter notre attention alors même que la population, en tout cas une frange importante de la population française, en réalité se montre extrêmement accueillante à accepter, voire à demander des mesures qui sont en effet de plus en plus intrusives et liberticides. S'il faut renoncer donc provisoirement à certaines de nos libertés pour garantir notre sécurité, le prix du sacrifice, et je vais insister un peu plus loin sur la question donc du sacrifice, quel sacrifice est-ce que nous devons éventuellement être prêts à faire? Est-ce que c'est le sacrifice de nos libertés? Oui, le prix du sacrifice de nos libertés n'est pas trop cher payé, dira-t-on, puisqu'en effet, la sécurité exige, semble-t-il, ce renoncement et ce sacrifice. Mais rappelons que d'abord le provisoire, et on le sait, toujours historiquement, et dans les
dynamique sociale montre tout cela, que le provisoire est en réalité toujours appelé à durer et que l'exception devient par une logique naturelle en réalité la règle. Et donc beaucoup de nos citoyens sont disposés à admettre aujourd'hui, sans état d'âme, des mesures dont le gouvernement a déjà annoncé qu'elles dérogeraient à certaines libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l'homme. Mais ces mêmes citoyens sont-ils d'accord pour le type de société dans laquelle ils pourraient se réveiller un jour et qu'ils n'ont sans doute ni voulu ni prévu? Et je crois que c'est une question que nous devons, une approche que nous devons avoir, parce qu'il y a des dérives, en effet, et une demande de la population, et peut-être une demande démocratique, hein, si on faisait des élections ou un référendum sur les mesures que les Français sont prêts à accepter, il y aurait sans doute des choses qui nous déplairaient assez fortement, et pas simplement sur la question de la peine de mort. Et donc, ce qu'il faut craindre, si vous voulez, dans le terrorisme et dans les réponses politiques qui sont amenées au terrorisme, ce sont les dynamiques de transformation sociale internes que ces réponses engendrent. Je dirais, si vous voulez, par exemple, dans le livre dont il a été question, et au fond, je pourrais résumer la thèse fondamentale que j'essaie de développer, à savoir que ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme, ce sont des états de violence qui s'auto-entretiennent eux-mêmes dans une logique d'ailleurs manichéenne, sur un espace déterritorialisé, bon, une espèce de rivalité mimétique, si vous voulez, bon, le mal, enfin, mais qui aussi entraîne des dynamiques de transformation interne de nos propres sociétés. Ce n'est pas simplement qu'on alimente, si vous voulez. Bon, mais ça induit des dynamiques de transformation de nos propres sociétés et qui, évidemment, portent sur nos libertés. Et c'est ça, évidemment, qui doit exercer notre vigilance. Après tout, les dispositifs de sécurité sont pris en notre nom, et cela en vue de la garantie de nos droits, et d'abord de le droit, donc, en effet, à la vie. Mais en démocratie, les citoyens sont, en dernier ressort, auteurs et comptables des politiques publiques, lesquelles n'ont de légitimité que par leur consentement. Ce consentement, donc, et il en a déjà été question, ne peut pas être synonyme de passivité ou d'asservissement ou de renoncement, si vous voulez, c'est-à-dire une forme, en quelque sorte, si vous voulez, de servitude volontaire ou d'aliénation volontaire de nos libertés, consenties, et au fond peut-être démocratiquement consenties. Donc face aux effets de sidération que produit l'hyperviolence, il importe au plus haut point de ne pas céder à une demande de protection, en tout cas, du moins, une demande de protection à tout prix, laquelle de toute façon ne pourra jamais être satisfaite ni assurée. Il n'y a pas que l'efficacité discutable des mesures restrictives de nos libertés qui soit en cause. La question de l'efficacité de ces mesures, qui est évidemment discutable. Il nous faut voir, je crois, qu'un principe plus fondamental de la liberté et de la dignité humaine est ici en jeu. S'il s'agit de défendre nos libertés fondamentales, nos libertés individuelles, il faut alors accepter qu'une telle défense doive, dans certaines circonstances historiques, et je vais le dire très franchement, se payer du prix du sang. En tout cas, la question qui se pose à nous, et je crois que c'est une question tragique, et de surcroît, c'est important de réintroduire la dimension tragique dans la compréhension de l'histoire et aussi de ce qui advient aux sociétés ou ce qui peut survenir aux sociétés. Il y a un effacement de la dimension tragique dont le sécuritaire, en quelque sorte, effectivement, se nourrit. Et je crois que cette dimension tragique, il est essentiel de ne pas l'effacer. Au fond, la question pourrait être formulée de la façon suivante. C'est de savoir si oui ou non nous sommes disposés à accepter ce prix du sang. Si oui ou non, les valeurs qui sont les nôtres méritent d'envisager, ne serait-ce que d'envisager, la possibilité du sacrifice de la vie. Je pourrais dire la perte de la vie et même du sacrifice, peut-être, de la vie.
peut-être c'est une des questions les plus importantes et peut-être les plus fondamentales qui se posent à nous aujourd'hui. Et en fait, elle n'est jamais posée, je crois, que dans tous les débats contemporains, et Dieu sait qu'il y en a, et lorsque j'étais invité donc à participer aujourd'hui, je me dis, mais alors à quoi bon ajouter, je veux dire, une couche à ce qui est déjà dit, bon, etc. Et puis, en fait, c'est cet aspect-là, pour tout à fait d'autres raisons, qui me paraît tout à fait fondamentale, mais, enfin, je peux d'ailleurs expliquer, si vous voulez, ces raisons, mais qu'il y a une question, si vous voulez, effectivement, il y a un principe fondamental à la liberté et à l'affirmation de la dignité humaine, c'est la vie, oui, mais pas à tout prix. Et au fond, c'est la leçon, par exemple, à retenir de l'esprit de la résistance. Mais c'est aussi la leçon à retenir des dissidents. Et on a oublié, bien évidemment, si vous voulez, en effet, ces grandes figures de la dissidence, enfin pas vous naturellement, mais dans la société française aujourd'hui, on ne cultive pas, si vous voulez, effectivement, ces formes d'héroïsme éthique absolument remarquables, bon, incarnées par des gens comme Václav Havel, etc. Et ils savaient qu'ils allaient payer le prix de leur engagement, et que ça pouvait être le prix de leur liberté, certainement, et le prix de leur vie, mais que ce prix-là, c'était le prix à payer pour conserver justement ce qui était absolument essentiel et qui est attaqué et qui était mis en cause par ces régimes. Et donc, je crois que poser la question, si vous voulez, cette question-là, qui est peut-être une question qui n'est pas effectivement posée, nous donnerait à comprendre quelle serait, dans les circonstances présentes, la véritable nature du courage politique. Souvenez-vous, par exemple, dans la dialectique du maître et du serviteur chez Hegel, celui qui refuse le risque de la mort se pose comme une conscience inessentielle et se nie comme liberté. Et c'est bien le rapport à la liberté. Cette question du rapport à la mort est tout à fait essentielle. Hein. Chez Hegel, c'est celui qui assume la possibilité de la mort se pose comme liberté, et qui assume la possibilité de la mort se pose comme liberté, Alors que par exemple dans le système, alors que chez Hobbes, par exemple, ce qui est tout à l'origine du contrat, et de ce contrat au fond sécuritaire avant l'heure, hein, qui pose la souveraineté absolue de l'État, parce que l'État est ce tiers qui est seul capable d'assurer, de garantir, c'est la question fondamentale, de garantir la sécurité, ce contrat-là, en fait, il repose sur cette espèce d'instinct originaire qu'est la peur de la mort, bon, la crainte de la mort. Donc la question du rapport à la mort est en fait une question tout à fait fondamentale. Bon. Et c'est encore le propre des régimes totalitaires, dans les camps de concentration, de ramener les formes, de ramener l'existence humaine aux formes les plus bestiales de l'animalité et de la survie. Vous vous souvenez ce que décrit Primo Levi dans Si c'est un homme, cette espèce de manière de ramener l'homme et ça dans la littérature concentrationnaire, le goulag, etc., où il n'est plus question que de survivre, n'est-ce pas, et de se nourrir, bon, de trouver le moindre aliment, etc., bon, qui vous permettent effectivement en effet de survivre. Bon, et donc quelque chose qui est une manière de bestialiser, de réduire l'homme aux conditions les plus inhumaines, bon, où ne compte plus que la survie. Et donc c'est d'une certaine manière ce à quoi voudraient nous réduire les terroristes lorsqu'ils massacrent aveuglément, effectivement, nos innocents. Et donc nous devons leur dire, vous pourrez bien nous tuer, mais vous ne tuerez pas ce qui le compte le plus pour nous, c'est-à-dire nos libertés. Et je crois que cette affirmation est absolument, en réalité, essentielle. Je voudrais prendre un exemple, comme j'ai encore quelques instants pour finir, je voudrais dire que sur la question de la torture, par exemple, donc j'ai fait un livre sur la torture et essayer de comprendre comment les systèmes démocratiques ont pu développer et mettre en place une idéologie justifiant le recours à la torture. Et il y a une idéologie donc libérale, contraire à tous les principes, évidemment, non seulement éthiques,
mais juridiques, du droit interne, du droit international, des conventions contre la torture, etc., qui ont été bafouées par l'administration Bush, grâce d'ailleurs au travail fait par des juristes, au lendemain donc du 11 septembre. Bon. Et ce discours martial, ce discours, etc., que l'on a entendu, et je dois dire, je vais dire juste, qu'on a entendu aussi, le soir même du 13 novembre, le combat impitoyable. Bon. Ou pour dire quelque chose sur la question de... il a été question donc, de l'état d'urgence, la question de la déchéance de nationalité, je ne vais pas revenir sur ces débats, mais il y a un mot qui ne pouvait pas passer, qui ne pouvait pas être employé par les plus hautes autorités de l'État, et qui l'a été. Ou un verbe. C'est qu'est-ce que nous allons faire vis-à-vis de Daesh, n'est-ce pas? Nous allons éradiquer. Alors vous pouvez dire que vous allez combattre, vous pouvez dire que vous allez vaincre, vous ne pouvez pas dire que vous allez éliminer, et vous pouvez encore moins dire que vous allez éradiquer. Parce que là, vous passez parce que le discours de l'éradication, et ça veut dire éradiquer des hommes. On n'éradique pas des hommes, n'est-ce pas? On peut éradiquer des fléaux, on peut éradiquer des rats, etc. On n'éradique pas des hommes. Ce discours-là avait quelque chose, si vous voulez, d'extraordinairement significatif et inquiétant, et qui montre, si vous voulez, tout ce que nous sommes prêts à accepter. Bon. Notre passivité, moi, ce qui m'inquiète le plus, ça a été question de ça, ce qui m'inquiète le plus, si vous voulez, en effet, dans la société française, et pourquoi c'est si important, en effet, qu'il y ait des réunions comme celle d'aujourd'hui, c'est précisément cette passivité, si vous voulez, qui fait qu'on accepte comme nécessaire, sans véritablement discussion, en effet, des mesures restrictives de nos propres libertés. Regardez l'indifférence relative avec laquelle la loi sur le renseignement est passée. Inconcevable en d'autres temps, n'est-ce pas, qu'une loi aussi intrusive. Bon. Et on sait à quel point, n'est-ce pas, ces technologies, en effet, sont absolument tout savoir de notre vie. Bon, Snowden l'a montré. Bon. Et Snowden, c'est une figure de la dissidence. Dans son discours, dans le prix qu'il a payé, et qu'il était prêt à payer. Il dit, si on est prêt à renoncer à sa carrière, à sa sécurité, à son argent, etc., alors on est libre. Mais pour être libre, ça c'est magnifique ce qu'il dit. Aussi bien donc, dans le film, Citizen Fall, là où c'est filmé en direct, et aussi dans le livre que Greenwald, donc ce journaliste du Guardian, a écrit récemment, dont on a très peu parlé en France, qui s'appelle Nulle part où se cacher, etc. Donc il y a une passivité, si vous voulez, qui est extraordinairement inquiétante à l'égard, en effet, de ces mesures qui paraissent nécessaires. Et le discours de la nécessité, c'est toujours un discours, si vous voulez, qui est extrêmement discutable. Il n'y a pas de nécessité en histoire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de nécessité en politique. Il y a toujours des alternatives, des possibilités qui sont discutables. Bon. Et donc, on ne peut pas, si vous voulez, en effet, accepter ce type de discours. Et puisqu'il a été question donc de Hugo, alors en écrivant, en rédigeant cette petite communication, je songeais à ce propos, donc, à la mort de Gavroche, et la façon dont Hugo décrit avec une prodigieuse verve l'insolente liberté de l'enfant face à la mitraille dont il se joue sur les barricades de Paris. Et je vous lis ce petit passage, non pas pour discuter, si vous voulez, de Hugo en général, mais parce que ce passage me paraissait extraordinairement éclairant à l'égard donc, de ce que j'essaie de dire sur le prix à payer. Les balles couraient après lui, il était plus leste qu'elle, il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pitchonnette. Une balle pourtant mieux ajustée, ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler, puis s'affaisser. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant. Un long filet de sang rayait son visage. Il éleva les deux bras en l'air, regarda du côté où était venu le coup et se mit à chanter.
Dans son insolente insouciance face à la mort, Gavroche prisait bien plus sa liberté que sa sécurité. Et Cabu, Wolinski, les journalistes de Charlie Hebdo étaient les héritiers de ce gamin fait, de cet enfant Feu Follet. Et c'est encore cet esprit joyeux, fanfaron, libertaire, que nous devons opposer aux mornes tentations d'un esprit et d'un ordre sécuritaire. Et avant de conclure, je voudrais juste descendre d'un cran, parce que j'ai encore quelques minutes. Sans doute, la lutte contre la répétition d'actes qui relèvent d'une hyperviolence, et il ne s'agit pas de la minimiser. En écrivant ce livre sur l'ère des ténèbres, et c'est pour ça que je lui ai donné ce titre terrible, hein, franchement, c'est la première fois, alors que j'ai travaillé précédemment sur le mal, sur jusque le commandant administratif de Treblinka, des actes, si vous voulez, commis pendant la Seconde Guerre mondiale, terrible, hein, effrayant. Mais en travaillant, si vous voulez, sur l'idéologie qui est à l'arrière-plan du djihadisme, c'est la première fois, si vous voulez, que vraiment j'ai eu peur, que j'ai vraiment compris, si vous voulez, que ce conflit, que ces attaques ne s'arrêteraient pas. Donc il ne faut pas du tout minimiser le danger auquel nous sommes confrontés et la violence de ces attaques, mais auxquelles nous nous sommes aussi en partie exposés. Mais c'est un autre débat. En tout cas, il ne s'agit pas de minimiser, en effet, donc, la menace et le caractère hyper violent, en effet, qui se manifeste sur nos sols. Bon. Et qui, en effet, se légitime dans de nouvelles représentations et de nouveaux discours, et qui constitue donc un immense défi, un immense et redoutable défi pour la société française. Mais il est clair que les réponses à apporter ne sauraient se mener simplement sur le terrain policier, sans une réflexion approfondie et sérieuse sur les multiples causes qui les ont engendrées. Et envisager, et là je reviens sur ce qui a été dit donc précédemment, sur l'importance de la connaissance. Bon. Et envisager une telle approche large est bien évidemment différente d'une focalisation qui s'en tiendrait simplement aux aspects sécuritaires et qui, par exemple, délaisserait comme relevant d'un laxisme complaisant les facteurs, disons, socio-économiques. Les violences de l'hyperviolence terroriste, donc commises par des jeunes radicalisés élevés sur nos propres sols, sont aussi le symptôme de pathologies sociales qui se répandent aujourd'hui de façon quasi virale et dont les justifications religieuses ne doivent pas nous égarer. La société française est minée de l'intérieur depuis des années par de très profondes souffrances silencieuses qui, laissées à elles-mêmes, détruisent les individus, déchirent les familles et le tissu social dans son ensemble, sans qu'elles trouvent à se traduire dans ces formes de revendication finalement pacificatrices qu'incarnaient les conflits traditionnels. Et on ne pouvait que s'étonner que tant de souffrances, que tant d'humiliations n'aient pas donné lieu jusqu'à présent à davantage de révoltes plus ou moins irrationnelles, plus ou moins incoatives. Ou alors, c'était sous la forme de dépression psychique et, dans les cas les plus désespérés, de suicide. Une bonne part de l'hyperviolence terroriste à laquelle s'abandonnent de jeunes gens radicalisés est le résultat, en partie, je ne le fais pas de façon tout à fait déterministe, mais bien sûr à voir avec la désocialisation qui aura détruit le sentiment d'appartenir à une communauté nationale soucieuse de justice. L'hyperviolence terroriste est en partie donc engendrée par ces violences sociales, et dans tous les cas bien plus que par la religion, nous plonge donc collectivement aujourd'hui dans un état de panique. Mais on ne saurait colmater les fissures béantes qui s'ouvrent aujourd'hui par un simple renforcement des pouvoirs de police qui mettent dangereusement en péril nos libertés individuelles. Cette réponse est la plus simple que l'on puisse apporter. C'est la plus simple,
la plus immédiate. Mais elle sera condamnée à être inefficace si elle laisse dans l'ombre le traitement social, économique et psychologique du mal. La nécessité de déceler ces facteurs et à les traiter, donc ne conduit nullement à justifier, moins encore à justifier les violences sauvages qu'ils contribuent à engendrer. Nous ne saurions pourtant les ignorer, nous ne saurions laisser donc dans le silence, ni traiter avec indifférence les profondes meurtrissures dont elles sont, sans jeu de mots, l'expression meurtrière. Ainsi, le légitime souci de sécurité ne peut-il être disjoint du souci de rétablir les conditions de base de la justice sociale et de la volonté insolente de défendre nos valeurs les plus hautes, serait-ce au prix de nos vies. Voilà donc, je crois, le courage dont nous avons besoin et qui, politiquement, le moins que l'on puisse dire, est un courage qui véritablement manque et fait défaut. Je vous remercie. Merci.